me suis beaucoup intéressé à la politique dès mon emploi au droit parce que, après 2 ans, 3 ans de travaux divers, on m'a nommé chroniqueur parlementaire. Alors là, j'écrivais des chroniques sur ce qui se passait au Parlement d'Ottawa. C'est d'ailleurs là que j'ai connu Jean Lesage, qui était jeune député de la nouvelle génération sous Louis Saint-Laurent. Là, je me suis intéressé passionnément à la politique et je suis devenu fédéraliste mécontent. Et ensuite, je suis retourné au journalisme après 10 ans passés à l'Office national du film dans un travail qui n'était pas très idéologique, c'était surtout de l'administration, côté information et côté distribution. Là, je suis retourné vers 1960, je suis retourné au journalisme et c'était le début de la Révolution tranquille. J'ai été le premier rédacteur en chef d'une revue qui, à l'époque, s'est appelée le magazine Maclean et qui s'est ensuite appelée Le Maclean et qui a de nouveau changé de nom pour prendre le nom que cette revue a encore aujourd'hui, L'Actualité. Et alors là, je faisais des éditoriaux de fédéralistes mécontents. Ça a duré quelques années. Ensuite, j'ai travaillé à l'Expo. Et ça a été un job absolument passionnant, mais politiquement, je veux dire, il n'y avait pas d'incidence politique, sauf que ça a beaucoup contribué à l'émergence chez moi d'un sentiment indépendantiste parce que j'ai constaté, étant à l'Expo, ce que j'avais déjà constaté ailleurs, à l'Office national du film et ailleurs, qu'il n'y a pas d'égalité et que le fédéralisme, c'est un combat perpétuel. Et je devenais convaincu que c'était comme un combat perdu d'avance. À l'Expo, il y avait beaucoup d'hypocrisie à ce sujet-là. On prétendait que tout se passait dans les 2 langues, dans l'administration de l'Expo. Ben, c'était faux. Le commissaire général adjoint, du nom de Shaw, ne comprenait pas un mot de français. Le directeur de l'aménagement, le colonel Churchill non plus, ne connaissait pas un mot de français. Alors, c'était très boiteux comme bilinguisme à l'Expo. Bon, et après l'Expo, je me suis déclaré pigiste. Et là, j'ai fait plusieurs années de pige. Alors, toutes ces piges-là n'ont pas éteint chez moi le goût de la politique. Là, je me suis intéressé au NPD. Et donc, en 1972, j'ai été candidat du NPD dans le comté montréalais d'Ahuntsic. Et c'est Jeanne Sauvé qui s'est présentée pour le Parti libéral qui m'a battu. C'était évidemment tout à fait prévisible. Et mon principal titre de gloire, c'est d'avoir obtenu plus de votes que le conservateur. C'était déjà pas mal pour le NPD d'obtenir plus de votes que le conservateur. Mais dans l'intervalle, en 1970, j'avais adhéré au PQ. PQ était jeune à cette époque-là. C'était sa première campagne électorale en 1970. Et je me souviens que j'étais en voiture. Ça a été mon chemin de Damas. C'était à Montréal, mais c'était mon chemin de Damas. Il y avait un bulletin d'information avec un extrait d'un discours de René Lévesque. Puis là, tout à coup, j'ai été saisi comme un éclair. Hein? J'ai même garé ma voiture en me disant, mais l'animal, il a raison. Et là, je suis devenu indépendantiste sous l'influence directe
d'une phrase d'un discours de René Lévesque. Alors, je lui suis éternellement reconnaissant. Il m'a tiré de cette condition assez misérable de fédéraliste mécontent, puis il a fait de moi un homme plus libre, aspirant à la liberté pour notre peuple. Il y a une délégation du PQ de Montagne qui est venue me voir et qui m'a demandé si je briguerais les suffrages à l'investiture pour les élections de 1973. Et là, je leur ai répondu que je venais d'arriver dans le comté, que j'attendrais de mieux connaître le comté avant éventuellement de me présenter. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais pas mal connu parce que j'avais fait beaucoup de radio et de télévision. J'avais été à la télévision de Radio-Canada, animateur de plusieurs séries d'émissions, surtout dans le domaine qu'on appelait à l'époque les affaires publiques. Et alors, c'est pour ça que les gens du PQ trouvaient que ma candidature pouvait être intéressante. Mais je me suis repris 3 ans plus tard, en 1976. Robert Bourassa n'attendait jamais la fin de son mandat. Il faisait des élections aux 3 ans. Alors là, je me suis présenté contre le député libéral sortant, qui était Jean-Paul Lallier. C'est moi qui ai gagné, mais je ne prétends pas avoir battu Jean-Paul Lallier. Je prétends que c'est René Lévesque qui, dans Deux-Montagnes, a battu Robert Bourassa. Et d'ailleurs, avec l'aide de l'Union nationale, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à ce moment-là, l'Union nationale avait un nouveau chef qui s'appelait Rodrigue Biron, qui est devenu péquiste plus tard, mais il est devenu chef de l'Union nationale et il a réussi à séduire l'électorat anglophone. Le PQ tient toujours à chaque élection une liste, là, un totem. Au sommet, les comtés les plus gagnables. Bon, Deux-Montagnes, c'était quelque part dans les 75, près du bas de l'échelle. C'était considéré comme perdu d'avance. D'ailleurs, comme on se souvenait que j'avais eu un certain succès à la radio et à la télévision, mais c'est-à-dire les hautes instances du parti, ne croyaient pas que je pouvais gagner dans Deux-Montagnes, on m'a paradé un peu partout dans le Québec. Quand il y avait des discours à faire à des assemblées d'investiture, j'en ai fait un grand nombre. Il faut dire que j'ai été candidat longtemps avant l'élection de 1976. L'élection de 1976, c'était le 15 novembre, et moi, j'ai été élu à l'investiture du Parti québécois dès le mois de février. Le parti permettait les investitures très hâtives dans les comtés considérés perdants. Bon, alors, dans Deux-Montagnes, ça a été en février. J'ai eu toute cette période-là, de février à novembre, pour faire campagne dans le comté et ailleurs au Québec, mais surtout dans le comté. Et c'est une autre des raisons pour lesquelles j'ai gagné, c'est qu'on a pu faire une campagne approfondie. Je me suis préparé, je me suis renseigné le plus possible sur les services qu'on met à la disposition des députés, les obligations des députés, toutes ces questions-là. Et j'ai reçu, je ne me souviens pas, ça devait être 2 semaines après le vote environ, un appel téléphonique de M. Lévesque qui m'a dit qu'il voulait me nommer adjoint parlementaire de Louis O'Neill, qu'il allait nommer ministre
des affaires culturelles et des communications. Alors, bien sûr, j'ai accepté ça. Et alors, je suis venu à Québec rencontrer, avec Louis O'Neill, rencontrer M. Lallier et au moins un de ses sous-ministres et des membres de son cabinet pour la passation des pouvoirs. Et ça a été passionnant, ce travail d'adjoint parlementaire. C'est un drôle de poste, adjoint parlementaire. En Europe, on appelle plutôt ça secrétaire d'État, sauf que les secrétaires d'État à l'européenne ont quand même plus de pouvoir que nos adjoints parlementaires. Mais enfin, ça se ressemble. C'est un poste dont on fait à peu près ce qu'on veut, parce que les ministres n'ont pas beaucoup le temps de guider pas à pas leur adjoint parlementaire. Alors, l'adjoint parlementaire qui se contente de se tourner les pouces, il y a des chances que personne ne lui fasse la leçon. D'autre part, un adjoint parlementaire qui est entreprenant et qui veut faire toutes sortes de choses, bien, on le laisse faire, on le laisse aller, normalement en tout cas. Alors moi, on me laissait aller, puis je m'étais entendu avec... surtout ça, c'est plus tard, là, parce que en 78, 2 ans après les élections, on m'a permuté de la culture aux relations internationales. Et là, j'étais devenu adjoint parlementaire de Claude Morin. Et je me suis arrangé avec les fonctionnaires des relations internationales pour jouer un rôle. Et un aspect important de mon rôle, c'était de recevoir à déjeuner à Québec, dans un bon restaurant, les visiteurs de marque. Et les fonctionnaires organisaient ces déjeuners-là avec quelques personnalités de Québec, surtout des intellectuels et aussi des militants politiques, pour rencontrer les visiteurs de marque. Et des visiteurs de marque, il y en avait beaucoup, je suppose que c'est encore comme ça. Alors, c'était en général à peu près 2 fois par semaine qu'il y avait un déjeuner comme ça avec visiteurs de marque. Et ça, c'était absolument passionnant, parce qu'il fallait que je me renseigne. Hein. Il y avait, je ne sais pas moi, un diplomate de la Haute-Volta que le Québec recevait. Il fallait que je me renseigne sur la Haute-Volta. Alors, ça m'a permis de me renseigner sur une foule de pays et sur une foule de problèmes, de situations. Et c'était passionnant. Il y a, comme vous savez, ce qu'on appelle le caucus. Il vaudrait mieux appeler ça le Conseil des députés, mais enfin, le mot qui est accepté, c'est caucus. Alors, j'étais passionnément intéressé aux discussions au caucus et je me souviens d'avoir mis sur pied un comité du caucus et puis un comité sur la réforme parlementaire au nom du caucus. Alors ça a été tout à fait passionnant. Nous avons fait 2 changements assez rapidement. Les premières réunions du caucus étaient présidées par le whip. Moi, ça m'a frappé quand je suis arrivé à Québec qu'il y avait un député qui était nommé whip. Tout le monde sait que le mot anglais whip veut dire fouet. Alors, j'ai trouvé ça grotesque et inacceptable qu'un député soit un fouet. Inacceptable pour lui et inacceptable pour les autres qui devaient être fouettés. Je trouvais ça indigne. Et plusieurs de mes collègues partageaient ce sentiment. Et alors, nous avons rapidement obtenu que le whip ne préside pas les réunions du Conseil des députés, mais que le Conseil des députés élise lui-même son président.
Ce qui a été fait pendant quelques années, là, c'est le Conseil des députés, à chaque session, qui élisait le président. Le seul vrai pouvoir qu'a un député, c'est celui qu'il réussit à exercer au sein du caucus. C'est le seul vrai pouvoir. Parce que à l'Assemblée elle-même, s'il est du côté du gouvernement, son rôle, c'est d'appuyer les ministres. Et s'il est du côté de l'opposition, son rôle, c'est de s'opposer. Et il y a très peu de marge de manœuvre. C'est la ligne de parti qui, en principe, il y a un droit de dissidence, mais la dissidence peut coûter cher. Je pense qu'il y a eu des événements assez récents qui ont montré que la dissidence peut coûter cher. Quelle était l'attitude de M. Lévesque? M. Lévesque considérait ça très important, le caucus. Il était toujours là. Hein? Il venait toujours participer aux réunions du caucus. Et les journalistes, à la sortie du caucus, les journalistes interrogeaient M. Lévesque et des fois, nous allions dans le scrum, là, écouter ce que M. Lévesque racontait sur le caucus. Et ça nous amusait beaucoup parce que, en principe, les délibérations du caucus, c'est comme les délibérations du Conseil des ministres, c'est totalement secret. Alors, nous constations que M. Lévesque en racontait pas mal. Non seulement il en racontait pas mal, il en ajoutait. Je préférais cette moitié-là du job, parce que c'est deux tâches, hein? C'est deux emplois distincts. Le travail dans le comté et le travail à Québec au Parlement. Celui que je préférais, c'est le travail dans le comté. Parce que le travail dans le comté, ce n'est pas frustrant. En fait, le député est un peu comme une espèce d'ombudsman. Il aide les gens à se dépêtrer dans la fonction publique, dans les arcanes de la fonction publique. Et on fait des pressions pour faire avancer des dossiers qui intéressent nos électeurs. Les électeurs viennent souvent nous soumettre des projets, nous tenir au courant de leur démarche auprès du gouvernement. Et alors, le député est un facilitateur. Et ça, il y a beaucoup de satisfaction personnelle à tirer de ça. Une autre chose que j'ai faite qui était une simplicité enfantine, une chronique hebdomadaire dans le journal local. Et ça, je n'étais pas le premier, mais j'étais un des premiers. C'est une pratique qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Hein. Même des maires ont commencé à faire ça eux aussi. Une chronique hebdomadaire dans le journal local. C'est un moyen de communication efficace parce que les journaux locaux, quoi qu'on en pense du point de vue de la qualité journalistique, ce sont des journaux qui sont très lus. Parce qu'ils sont près des gens. Hein, et il y a le facteur proximité, là, les journaux locaux parlent de choses qui sont proches des gens. Et alors, c'est très lu. Et la chronique du maire ou le billet du député, c'est des choses qui sont lues. Alors, ça vaut la peine de le faire. C'est dans le domaine de la réforme parlementaire, en un sens, parce qu'il y a quelques ministres qui étaient conscients du fait que les députés allaient à Québec surtout pour se tourner les pouces. Camille Lorrain, Jacques Léonard, Jean Garon, peut-être d'autres là qui m'échappent, pour préparer des lois importantes,
mis sur pied une équipe de députés. Je pense qu'on appelait ça un groupe de travail. Alors, il y a le groupe de travail de Camille Lorrain a beaucoup travaillé sur l'élaboration de la loi 101. Moi, j'étais totalement d'accord avec cette loi-là. Jacques Léonard a travaillé très étroitement avec un groupe de travail de députés sur la loi de l'aménagement, la loi qui a mis sur pied les municipalités régionales de comté. Ça a amélioré un peu le langage. Ça a mis la sourdine sur certains excès, parce que des fois, les députés avaient tendance à se fâcher et à s'injurier des deux côtés. Alors, ça a introduit plus de calme. Je ne pense pas que... C'est bon du point de vue démocratique. Hein? Ça fait que les citoyens qui s'y intéressent peuvent suivre les débats de l'Assemblée nationale. Mais je ne pense pas qu'on doive exagérer l'importance de ça. Ce n'est pas une réforme majeure. Autrefois, avant la télédiffusion des débats, les journaux racontaient les débats beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Aujourd'hui, les journaux ne racontent pas beaucoup les débats de l'Assemblée nationale. Les déclarations très importantes des ministres, oui, mais les débats, non. Ça passe à peu près inaperçu dans les journaux. Alors, il y a une perte de ce côté-là, un gain du côté de la télévision, mais ce n'est pas, à mon avis, très, très important. Rétrospectivement, je suis convaincu que ça a été une erreur d'attendre jusqu'en 1980 pour tenir le référendum. Parce qu'en 1976, il y a eu un mouvement dans l'opinion qui était très palpable. Hein. La victoire du Parti québécois a électrisé la population. Pas électrocuté, hein, électriser la population, et il aurait fallu enfourcher cette vague-là, tenir le référendum, je ne sais pas dans quel délai, mais enfin un délai de quelques mois seulement. Comme M. Parizeau l'a fait, lui. Hein, M. Parizeau, il n'a pas attendu très longtemps. Il avait raison à ce point de vue-là. Mais à ce moment-là, moi, j'ai deux caractères. Je suis bon soldat et je suis rebelle. À certains moments, je suis bon soldat, puis à d'autres moments, je suis très rebelle. Mais pendant le premier mandat, le mandat de 1976 à 1981, j'étais plutôt le bon soldat. Et alors, je n'étais pas porté à critiquer. J'acceptais que M. Lévesque prenne les décisions selon son propre jugement. J'ai été étonné, cette idée-là de renvoyer la décision à un éventuel deuxième référendum, mais il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Hein. Il appartenait au Conseil des ministres de décider de la question. Et le bon soldat que j'étais l'a acceptée telle qu'elle était. Mais on sait, on a su très rapidement que ça avait provoqué une petite crise, hein, que M. Parizeau en particulier n'était pas du tout d'accord avec ce libellé-là. Mais il a fallu, lui aussi, qu'il se rallie. Moi,
Je n'ai pas été découragé par ça. Pour moi, c'était partie remise, dommage, on ne l'a pas eu cette fois-ci. On va se reprendre, on continue le combat. Mais dans le parti, il y a eu certains moments de désenchantement. Il y en a peut-être qui ont été assez découragés. Mais la ferveur de 1976, qui n'avait pas été exploitée, n'a pas été recréée par 1980.